Up arise in the canyon, that's where I long to be, with my three good companions, just my rifle, pony and me. Microciné, bonjour ou bonsoir, ça va dépendre de l'heure à laquelle vous allez découvrir cette vidéo. La personne qui est à ma droite ou alors à ma gauche, je ne sais plus, en tout cas vous la connaissez, a été déjà venue il y a quelques mois de cela avec Benjamin Durand. On avait discuté d'un film qui nous avait vraiment bien bouleversé et qui d'ailleurs est encore disponible. C'était le film de montage de Get Back de Peter Jackson. Nico Pratt était venu donc et il revient aujourd'hui pour autre chose. C'est pas vraiment du cinéma et peu importe parce que l'idée de Microciné, c'est aussi de renouer le dialogue avec d'autres personnes qui parfois viennent ici sur cette chaîne et qui sont pas forcément uniquement des spécialistes en cinéma, mais pour autre chose. Et Nico Pratt donc est revenu pour nous parler d'une revue, la revue des gens drôles. Et ça s'appelle Raymond. Il va nous expliquer pourquoi Raymond, et voire même pourquoi ce sous-titre, la revue des gens drôles. Je le présente avec l'extraordinaire, l'irremplaçable, le fondamental Paul Mirabel. Et donc, on va parler de stand-up aujourd'hui. Et je suis très content. Comment vas-tu, Nico ? Ça va très bien et toi? Merci beaucoup. Merci beaucoup de me recevoir. Ça me fait très très plaisir d'être là. Et en plus, c'est assez intéressant ce que tu viens de dire, parce que tu disais que c'était pas strictement du cinéma ou strictement de la télévision. Et pourtant, c'est un vrai enjeu dans la carrière d'un comédien. À la fois le stand-up, les captations qui sont disponibles sur tout un tas de plateformes comme Netflix, Amazon ou autres, et également d'éventuelles carrières de chroniqueurs à la télévision ou d'acteurs au cinéma. Donc finalement, c'est quand même, on aura peut-être l'occasion d'en parler, mais c'est quand même un petit peu lié. Tu n'es pas complètement hors sujet. Mais oui, mais attends, on va faire une première digression d'ailleurs. J'ai très souvent entendu comme ça, quand il y avait des films dans lesquels étaient mis en avant des acteurs et actrices qui venaient du stand-up, très souvent on disait de ces films-là, ils ne fonctionnent pas parce que on a l'impression de voir un sketch qui est tiré sur 1h30. Est-ce que ça c'est quelque chose que tu as déjà entendu, spécialement lié à ça, au stand-up, à ces gens enfin, à tous ces comédiens et comédiennes qui à un moment sont appelés par le cinéma? Alors, c'est quelque chose que j'ai déjà entendu, mais pas de la bouche directement des humoristes qui quittent la scène d'un théâtre pour aller sur un plateau de cinéma. C'est quelque chose que j'ai déjà entendu de la part des critiques. Et en l'occurrence, on peut dire parfois que c'est vrai, c'est-à-dire que sans citer de film ou sans citer de réalisateur ou sans citer de comédien, en effet, il n'est pas rare qu'un projet se monte uniquement sur le nom d'un humoriste particulièrement dans le vent. Soit cet humoriste a une idée qu'il va pouvoir transformer en long métrage, soit cet humoriste est tout simplement une superstar du stand-up et un producteur un petit peu plus malin que les autres, ou pas, se dit, tiens, on va lui confier les clés d'un long métrage, et ça donne des résultats. En fait, quand le film n'est pas le cœur du projet, mais que c'est uniquement la réputation d'un homme ou d'une femme, en effet, ça donne rarement quelque chose de bon. Je vais quand même citer un exemple, puisqu'en plus le film commence à dater, donc il y a un peu prescription. C'est le film Coco, avec Gad Elmaleh. À la base, Coco, c'est un personnage sur scène de Gad Elmaleh. C'est devenu un film qui a cartonné, donc j'imagine que tout le monde est content. Mais en effet, ça donnait lieu principalement à purement et simplement à une succession de sketchs qui fonctionnent plus ou moins bien. En plus, certains sketchs qui étaient à la base écrits pour la scène et qui donc ne donnent nécessairement pas du grand cinéma. Il y a un petit peu de ça avec Brice de Nice aussi. Brice de Nice, finalement, c'est un film qui s'est monté, encore une fois, qui a cartonné, et j'ai l'impression, pour une certaine génération qui continue de bénéficier d'un certain culte, pour moi, ce ne sont pas des films. Alors, ce sont des films assez intéressants à étudier et à discuter, justement comme on est en train de le faire là, c'est-à-dire savoir pourquoi ils existent, pourquoi ils fonctionnent ou non, et surtout sur quelle mécanique ça repose. Mais voilà, je ne considère pas que ça fasse pas. Voilà, ça n'a pas donné lieu à de grands films, on va dire.
Ah, bah, j'allais te poser la question, j'allais te dire depuis la nuit des temps, est-ce qu'il y a comme ça un contre-exemple, c'est-à-dire quelqu'un qui vient donc de la scène et plus principal, pas forcément que du stand-up, ça peut parce que stand-up c'est, enfin, quelqu'un qui vient de la scène Mm. et qui a réussi à dans un que le film fonctionne parce que en plus de ce qu'il apporte lui, il y a aussi pour le coup une véritable mise en scène et même un véritable travail sur le rire, c'est-à-dire comment travailler le rire au cinéma en utilisant quelqu'un qui est Mm. sur scène, ben voilà, faire un mix. Est-ce qu'il y a comme ça des contre-exemples? Alors, pour moi, il y en a un qui coche toutes les cases que tu viens de me citer. Et en plus, on en parle. C'est Alexandre Matisse qui a écrit sur le sujet dans Raymond. C'est Funny People de Judd Apatow. Judd Apatow, donc, qui a fait de la scène, qui continue d'en faire, qui est passé au cinéma. On aime ou non Judd Apatow, mais voilà, qui est passé au cinéma quand même avec un certain succès, qui a fait partie au début de sa carrière de la même bande qu'Adam Sandler. Adam Sandler qui lui est devenu une méga star, qui est toujours resté une méga star du stand-up, mais qui est devenu également une méga star au cinéma. Et en fait, avec Funny People, les deux compagnons d'antan se retrouvent pour faire un film euh, en apparence sur le stand-up, c'est-à-dire c'est l'histoire d'un vieux comique qui n'a plus tellement d'idées et qui se lie avec un petit jeune qui a la niaque et il lui demande de lui écrire des blagues. Mais finalement, c'est pas un film. Alors, j'allais dire, déjà, c'est un film trop long, comme souvent chez Judd Apatow. En tout cas, ce n'est que mon avis. Mais c'est un film aussi très très juste puisque il ne se contente pas de faire une succession de vannes, c'est-à-dire c'est pas uniquement des vannes de stand-up filmées et mises bout à bout, mais au contraire c'est un film avec de longues plages mélancoliques, de longues digressions, de longs moments d'hésitation, et en fait c'est un film qui est très très représentatif justement de ce qu'est le stand-up en lui-même, c'est-à-dire la condition de l'humoriste seul sur scène, le doute quand on doit écrire des blagues qui sont censées faire rire 150 personnes, mais qu'on est tout seul dans son petit salon face à son ordinateur ou à sa feuille de papier. Voilà, je trouve que c'est un film par- pas exempt de défauts, encore une fois, mais particulièrement juste dans sa façon de raconter cet art qui est à la fois sublime et en même temps voilà, complètement délirant, qu'est le stand-up. Après, pour moi, le plus grand film jamais réalisé sur le sujet, c'est Lenny de Bob Fosse avec Dustin Hoffman. Voilà, qui pour moi est un chef-d'œuvre absolu. Ouais, mais ce qui était, je me souviens, enfin moi je fais partie de, pas forcément des fans, mais en tout cas des personnes extrêmement sensibles au cinéma de Judd Apatow, même si même si je me cache pas, enfin je m'empêche pas parfois de l'attaquer sur certaines choses, mais ça reste quand même quelqu'un de, enfin les années 2000 c'est vraiment les années Apatow, mais moi je me souviens très bien de Funny People et de ces premières images où où on comprend qu'en fait ils se filmaient déjà quand ils étaient plutôt jeunes, et c'est des moments assez émouvants. Alors, déjà, pour celles et ceux qui ne savent pas, Nico Pratt est journaliste culturel, réalisateur, il a écrit un bouquin important que j'ai fini par lire, parce que la dernière fois qu'on s'était vu, je ne l'avais pas encore lu, donc j'ai fini par le lire, Oasis ou la revanche des plus. D'ailleurs, peut-être que vous reviendrez, tiens, pour parler de ce livre, ça serait intéressant parce que, Avec grand plaisir. voilà, voilà. Et édité chez Playlist Society, je salue notre ami Benjamin Fauget, et tu l'avais écrit co-auteur avec Benjamin Durand. Tu animes depuis 3 mois, si je me trompe pas, un podcast qui s'appelle The Breakfast Ciné Club. D'ailleurs, le dernier numéro, c'est sur Jurassic World. Un petit mot peut-être sur ce podcast? Alors, c'est un podcast cinéma, encore un, oui. Un Tant podcast, mieux. voilà, tant mieux, bien sûr. Oui. Podcast mensuel. Et l'idée, c'est chaque mois un film qui amène une question, qui amène un débat. C'est-à-dire que quoi qu'on pense, et finalement, en fait, c'est un podcast qui me tient assez à cœur parce que en fait, peu importe ce qu'on pense du film, peu importe même la qualité du film, on considère que chaque film que l'on aborde peut donner lieu à un débat. Par exemple, The Northman, qui est un film, moi personnellement, que j'aime beaucoup, mais où les critiques étaient assez divisées et qui malheureusement n'a pas marché aussi bien qu'attendu. Avec The Northman, on s'est posé la question. La question, c'était
les Vikings sont-ils les nouveaux cow-boys? Qui est une question, on peut volontairement poser de façon un petit peu brute comme ça, mais du coup, ça a donné lieu à une conversation absolument passionnante sur les codes des Vikings et des cow-boys au cinéma, sur voilà, la représentation des traditions, sur l'aspect évidemment politique des choses. Donc voilà, c'est ce qu'on essaye de faire à chaque film. Pareil avec Jurassic World, le dernier Jurassic World, pareil, les critiques ont été désastreuses. Moi, ça ne m'empêche pas de penser qu'il y a beaucoup de choses à dire, bien au-delà de la qualité du film, qualité ou non du film. Il y a beaucoup de choses à dire sur cette saga et sur le dernier film. Donc voilà, c'est un podcast que j'ai beaucoup de plaisir à animer. Et voilà, et c'est tous les mois et on enregistre le prochain jeudi là. Non, sur quoi exactement? Ah, peut-être pardon, oui. Oui, on peut le dire. Non, je ne savais pas, parce que parfois Non, on peut le dire. Bah, tu vas voir, on est assez éclectique pour le coup parce que le premier épisode, c'était les Bad Guys. Le deuxième, c'était The Northman. Là, on a fait Jurassic World le mois dernier. Cette semaine, on enregistre Les Mignons 2. Voilà. Et le mois suivant, on fait Nope de Jordan Peele. Donc, tu vois, le spectre est large, mais l'idée vraiment, c'est même si le film n'est pas bon, ou en tout cas n'est pas considéré comme bon, avoir une conversation intéressante. Et voilà, je pense que c'est possible à chaque fois. Il y a deux choses qui sont liées forcément à Raymond, et ça va être la transition. J'ai l'impression que petit 1, l'idée d'être dans une équipe, voire même de gérer une équipe, j'ai l'impression que c'est important pour toi, c'est fondamental. Et puis deuxièmement, aussi cette impression, tu viens de citer donc quelques films par rapport au podcast, et quand je lis Raymond aussi, il y a de cela, j'ai l'impression que c'est très important tu cherches avant tout dans une œuvre artistique, qu'on déprécie ou qu'on apprécie, ça c'est autre chose, mais il y a surtout l'envie pour toi, j'ai l'impression de comprendre si cette œuvre-là donne déjà petit 1, soit un état, enfin soit ce que ça dit de la société, ou alors ce que ça dit de la société du cinéma aussi. J'ai l'impression qu'il y a de ça, surtout dans ton podcast en tout cas. Alors, pour répondre à ta première question, en effet, j'aime beaucoup travailler en bande. Je suis pas Paradoxalement, je suis parfois très têtu et parfois je convoque une bande, voilà, je forme une bande pour travailler sur un projet et par moment j'avance un petit peu tout seul dans mon coin, donc voilà, je suis pas toujours très très adapté au travail en bande, mais malgré tout, j'adore ça. Le livre sur Oasis, je l'ai coécrit avec Benjamin. Raymond l'a monté avec trois potes, Mathias Desour, Thibaut Gomez-Léal et Benjamin Durand de nouveau. Voilà, le podcast, pareil, ça a été fait avec Marc Achlimi, producteur chez Sopress. Donc voilà, j'aime pas trop travailler seul, très honnêtement. J'aime bien l'esprit d'équipe. J'adore mes potes et en plus, voilà, j'aime bien quand on se porte tous. Il y a toujours un moment où on se porte tous vers le haut. Et dans le cas de Raymond, ça n'a pas toujours été simple. Ça n'a pas toujours été simple à fabriquer. Donc voilà, j'ai été soutenu. Et pour la deuxième partie de ta question, absolument, c'est-à-dire que je reste convaincu. Alors, c'est pas toujours le cas, mais il y a des films qui sont juste mauvais, mais ou des artistes qui sont juste pas bons, ou des spectacles qui sont juste ratés, mais j'essaye de toujours... Déjà, je trouve pas ça très intéressant de dire c'est nul, c'est cacaboudin, ciao, bye bye. Voilà, même si parfois je le fais. Mais j'essaye de toujours essayer de comprendre déjà ce que la personne a voulu faire, ce que la personne a voulu raconter, où est-ce qu'elle s'est trompée, où est-ce qu'elle s'est plantée, en tout cas selon moi. Et surtout, je pense que même un mauvais livre ou un mauvais film ou un mauvais spectacle, du fait du moment où il arrive, du fait de la façon dont il est reçu, c'est-à-dire si un très très mauvais film a un énorme succès, j'ai envie de comprendre pourquoi. Voilà, j'ai envie de comprendre les recettes. Un des exemples les plus flagrants, c'est par exemple le succès qui ne se dément jamais de l'univers Marvel. Un univers que j'ai apprécié au début, qui m'a très très rapidement saoulé, et en fait je continue de regarder les films parce que c'est... Et les séries?
Et les Et séries, non, les peut-être? séries, non, non. À un moment, j'ai vraiment pas le temps. Mais C'est génial. C'était génial ce que tu viens de dire. là, j'ai vraiment à un moment, il y a vraiment que 24 heures dans la journée. Et en fait, si je décide de regarder également les séries, je ne regarde que du Marvel et je déteste quasiment tout. Donc, ce sera un peu absurde. Mm. Mais voilà, comment ce schéma continue de fonctionner, euh, selon quelle recette, selon quelle ficelle, voilà, moi, ça m'intéresse. Je peux passer beaucoup de temps à lire des articles sur des très mauvais films, par exemple, Mm. mais juste pour essayer de comprendre. Raymond, alors, Ouais. Raymond, déjà, c'est annuel. Et Oui, dans l'édito, à un moment, tu dis, il y a très peu de diffusion et c'est voulu. Ça m'a ouais, marqué, ça. ouais. Pourquoi? Pourquoi c'est voulu? Alors, notre Raymond, c'est une idée que j'ai eue. Alors, c'est une idée qui n'était pas très développée, mais en gros, il y a une dizaine d'années, j'avais déjà le nom Raymond. Je trouvais que c'était impactant. C'est un hommage à Raymond DeVos. Donc, voilà, j'avais déjà cette idée de magazine consacré au stand-up. Et il y a 10 ans, il n'y avait pas autant de facilité, entre guillemets facilité, hein, parce que c'est un peu un chemin de croix, pour Mm. monter un magazine, c'est-à-dire le crowdfunding, c'était pas aussi développé, aussi répandu. Voilà, donc j'ai laissé l'idée germer dans un coin. Et donc, il y a 3 ans, avec Mathias Dessour, Benjamin Durand et Thibaut Gomez-Léal, on s'est réunis sur Zoom, puisque à ce moment-là, on était tous obligés d'être chez soi et de discuter sur Zoom. Et en fait, j'ai relancé l'idée, on a échangé des idées, on s'est dit, tiens, il faudrait que ça ressemble à ça, il faudrait que ça ressemble à ça. On a beaucoup discuté de la maquette, on a beaucoup discuté du sommaire, de ce que devait être Raymond. Et en fait, on, on sait tout simplement, alors moi je le savais, mais en discutant tous ensemble, on s'est rendu compte d'un truc, c'est que on n'est pas éditeur, on ne sait pas faire, on n'a pas spécialement envie d'apprendre à faire, c'est vraiment pas forcément une partie du métier qui nous éclate. En revanche, on a envie que ce magazine existe, on a envie de le fabriquer, on pense qu'il peut combler un manque, et donc notre idée, c'était d'apprendre petit à petit, d'y aller pas à pas. Donc, très, très consciemment de notre part, on a dit le premier numéro, on en imprime 500. Euh, on ne le distribue pas en kiosque, on ne le distribue pas en librairie, on le met en vente uniquement en ligne et dans nos soirées. On va organiser quelques soirées, mais une tous les 3-4 mois. C'est tout, parce qu'on n'est pas producteur de spectacle non plus. Et en fait, avec ce Raymond-là sous le bras, on va aller à la rencontre des humoristes qui ne nous connaissent pas, puisque en plus on est des passionnés, mais on n'est pas, voilà, on n'est pas ils nous croisent, enfin voilà, ils nous ont, ça fait pas 10 ans qu'ils nous croisent dans tous les petits cafés, dans toutes les soirées, donc voilà, c'est vraiment un numéro pour se faire connaître et pour dire coucou, on est là, on existe, on apprend notre métier. On apprend notre métier, pas de journaliste, mais voilà, Mm. d'éditeur. Euh, et puis après, donc il y a cet aspect-là des choses. Et puis il y a un autre aspect aussi tout bête, c'est que on a fait une campagne de crowdfunding. Au moment où on a lancé notre campagne, on avait à peine un sommaire, on avait quasiment pas de maquette à montrer aux gens. Enfin, les gens, on leur a dit coucou, on arrive, filez-nous 10 000 balles. Voilà, il y a forcément une notion économique là-dedans, c'est-à-dire que on peut pas en imprimer 5 000 et lancer une distribution kiosque si on n'a pas les moyens. Et en l'occurrence, à Mm. la fin de la campagne de crowdfunding, on avait atteint nos objectifs, c'est-à-dire on avait de quoi en imprimer 500, on avait de quoi payer l'imprimeur, on avait de quoi payer les graphistes évidemment, mais on n'avait pas plus. Voilà, tout simplement. Donc, ça nous convient tout à fait, mais même si on avait voulu, dès le premier numéro, augmenter le rythme et frapper un plus grand coup, on n'aurait pas pu. Est-ce qu'il est assez bien distribué en France, la revue? Est-ce qu'elle est assez bien, pardon, la revue est distribuée en France? J'ai pas entendu la question. Pardon, redis-moi. Non, c'est de ma faute. Je voulais savoir, est-ce que cette revue est suffisamment distribuée en France? Alors, non, elle n'est pas suffisamment distribuée en France, dans le sens où nous, donc, elle est en vente uniquement sur notre site internet, et en l'occurrence de ce qu'on a vu, dans les commandes. Alors, il y a beaucoup de commandes en Belgique, donc
j'imagine qu'il y a une appétence pour Raymond en Belgique, c'est-à-dire qu'on fait vraiment beaucoup d'envois en Belgique. Et après, on fait surtout beaucoup d'envois dans les grandes villes, donc Paris, Lyon, Paris et sa région, Lyon et Marseille. En effet, ça, c'est un enseignement. Si demain, on veut avoir une distribution en kiosque ou une diffusion en librairie, c'est en effet un enseignement qu'il faudra tirer de ce premier numéro, c'est que peut-être qu'on ne nous attend pas, en dehors des 3 grandes villes françaises. Je ne sais pas. À voir. Mais Peut-être si qu'on cette fasse une revue, étude de marché. oui, mais si cette Ouais. revue existe, s'il y a eu envie de cette revue, c'est parce que il y avait un état des lieux qui était un manque, quoi. Il y avait une frustration, il y a quelque chose qui manquait. Ouais. En fait, la réflexion, elle était assez simple. C'est que, et dans le stand-up ou one-man show, appelez ça comme vous voulez, il y a des artistes dans tous les pays. Il y a des artistes, des légendes décédées, il y a des newcomers qui apparaissent à chaque fois, il y a des codes, il y a des salles, il y a des producteurs, il y a des histoires. Il y a énormément d'histoires à raconter. Et ça ne date pas d'hier. Thibaut Gomez-Léal, justement, dans Raymond, a écrit un article sur le Stade de France de Jean-Marie Bigard. Voilà, c'était il y a 20 ans et c'est une histoire absolument, dingue. Il y a plein de choses à raconter et personne ne l'a raconté. C'est-à-dire que ces artistes, pour certains immensément connus, ne faisaient la une des magazines que quand ils étaient à l'affiche d'un film ou quand éventuellement il y avait des accusations de plagiat ou des scandales pour une blague qui passait mal. Donc en fait, on se disait que alors que le stand-up était partout à la télé, en plus au moment où les salles rouvraient, donc il y avait une vraie appétence pour retourner dans les théâtres, retrouver le rire côte à côte avec son voisin dans les salles, on s'est dit que voilà, c'était pas normal que ces histoires ne soient pas racontées, des histoires de rire, des histoires de bide, des histoires de vraiment de création. En plus, nous, c'est vraiment, ça nous fascine complètement, ces gens qui décident d'aller s'humilier devant 60 personnes en faisant une blague qui ne fonctionne pas et d'y retourner le lendemain et le surlendemain. Voilà, c'est vraiment ce genre d'histoire qu'on voulait raconter et finalement pas des histoires pas les histoires de plagiat ou pas parler d'un humoriste uniquement parce qu'il a le premier rôle d'un film, quoi. Je me souviens, je crois que c'était en 98 peut-être ou 99, je sais plus. Il y avait 2 pages dans les Inrecuptibles sur Gad Elmaleh et c'était, je crois, à l'issue de son 2e spectacle. Mais il faudrait vraiment que je confirme ça. Et j'avais été très surpris que les Inrock s'intéressent à ça. Donc voilà, on est en 98 quand même. Faut faire attention parce que c'est pas aussi évident qu'aujourd'hui. Bien sûr. Le rapport au stand-up, et tu le sais aussi bien que moi, si ce n'est mieux. Et puis deuxièmement, ce qui était passionnant, c'est que moi j'étais un lecteur assidu en tout cas des Inrock de cette période-là. Et ce qui m'avait frappé, et c'est pour ça que c'est que le journaliste parlait avec Gad Elmaleh comme s'il parlait avec un cinéaste ou avec un écrivain. Donc il faisait en sorte ce que disait Gad Elmaleh sur le rapport au rire, c'était passionnant. Je veux dire, et je ne le retrouve plus aujourd'hui dans certains, quand il parle quoi, dans la presse. Et donc, en lisant Raymond, j'ai retrouvé de cela, c'est-à-dire que vous questionnez le rire comme si on questionnait une œuvre cinématographique, une œuvre littéraire. Tu vas me dire oui, mais ça c'est normal, c'est la base. Je ne sais pas si c'est vraiment évident aujourd'hui, parce que le rapport que, en général, on aurait au rire. Enfin, j'ai rarement l'occasion de lire des entretiens dans lesquels les humoristes analysent vraiment ce qu'ils font sur le montage, sur comment écrire une histoire. Enfin, c'est passionnant tout cela, et peut-être parce qu'on vient aussi de cette école-là. Et donc, c'est ce que je retrouve dans Raymond. Est-ce que ça, pour le coup, si c'est le cas, est-ce que c'était quelque chose de fondamental quand vous avez commencé à travailler sur la maquette ? C'était le cœur du projet. C'est-à-dire que nous, Raymond est aussi né d'une, entre guillemets, détestation commune. Ces interviews, détestation de ces interviews
d'humoristes qui sont en plateau télé ou pour des formats courts sur le web, où en gros, ils sont humoristes et entre deux réponses, ils vont caler une partie de leur sketch. Tu vois ce que je veux dire? Exactement. Tu vois ces Exactement. moments-là? Ah oui. Et tu les sens, tu les sens. Alors, c'est horriblement gênant pour le téléspectateur, mais c'est gênant pour l'humoriste aussi. J'ai eu l'occasion d'en parler avec certains artistes qui sont dans Raymond. Et en fait, c'est assez insupportable parce qu'il y a un côté, oui, tu es humoriste, donc fais-nous rire. Alors que le rire est extrêmement proche, va de pair aussi avec une forme de solitude, va aussi de pair avec une forme de tristesse. Enfin voilà, les humoristes galèrent, souffrent beaucoup. Le grand public a du mal à l'imaginer parce qu'il voit un mec ou une nana qui arrive sur scène, bim bam boum, salut, voilà, je vais vous faire rire pendant 1 heure. D'ailleurs, c'est quasiment la promesse du truc. Mais voilà, tout ce qui va derrière, la souffrance de la création, le doute quand on fait un bide, la page blanche, enfin voilà, tout ça, c'est évidemment quelque chose qui nous intéresse. Et puis voilà, on va très souvent, on sort énormément, on va avoir 2 à 3 spectacles par semaine avec l'équipe. Et donc très souvent, on voit des humoristes. Parfois, on peut voir le même humoriste 3 fois dans le même mois, donc forcément, on va avoir le même sketch. Et on voit des choses qui se passent, c'est-à-dire que c'est finalement jamais le même sketch, parce que c'est jamais la même réaction, parce que c'est jamais le même jeu avec le public. Enfin voilà, il y a de l'écriture, il y a de l'impro, il y a une grande part de travail sur scène, sur le corps, sur la gestuelle, sur le visage, sur les fringues aussi. Enfin voilà, c'est un art à la fois minimaliste, puisque c'est une personne avec ses mots face au public, et en même temps, c'est un art total qui englobe tout, et ça, j'ai l'impression que le grand public s'en rend pas forcément compte. Donc nous, c'est vraiment, vraiment, vraiment enfin voilà, nous, on voulait parler de cette façon de cet art qu'on considère comme majeur, et on voulait à tout prix, vraiment à tout prix, éviter les questions du genre un peu à la Ruquier, tu vois. Et donc vous, Thomas VDB, dans votre spectacle, vous parlez d'écologie. Et Thomas VDB qui essaye de caler voilà, une partie. C'est une des règles du jeu télévisé, je l'entends bien, mais nous, c'est un jeu auquel on voulait absolument pas jouer. Mettre en une Paul Mirabel, est-ce que d'emblée c'était évident pour vous de mettre lui en une? Est-ce que pour le cas, ça dénote aussi quelque chose, ça assoit aussi ce que on doit attendre de la revue? Alors, évident, très honnêtement, non, puisque quand on lance une revue et que personne ne nous connaît, il faut tout simplement parce que la revue n'existe pas encore, et qu'on va voir les attachés de presse et qu'on leur propose un entretien ou une couverture ou une session photo, bon, il faut, et c'est bien normal, il faut un petit peu montrer patte blanche. Donc, on n'était pas sûr et certain d'avoir Paul Mirabel, qui est déjà une immense star, qui a donc un agenda extrêmement chargé. Et donc, évidemment, on ne savait pas si on allait nous dire oui ou nous dire non. En revanche, c'est une qu'on trouve totalement raccord avec ce qu'on veut être, c'est-à-dire qu'on veut être à l'écoute de ce qui se passe, c'est-à-dire Paul Mirabel est déjà une star, mais il reste encore pour le moment newcomer, c'est-à-dire c'est peut-être la nouvelle star. On voulait mettre en avant la jeunesse, on voulait aussi, et c'est à la fois notre faiblesse, c'est-à-dire qu'on voilà, on n'est pas distribué, on est imprimé à 500 exemplaires, mais c'est aussi notre force, c'est que du coup, on n'a pas besoin de séduire. Alors, je mets quand même des guillemets là-dedans, c'est-à-dire que évidemment qu'il faut avoir une jolie une, il faut avoir quand même des choses à raconter, mais Paul Mirabel, si on avait imprimé à 10 000 exemplaires et qu'on avait une distribution kiosque, je ne sais pas, ça aurait été un plus grand risque en fait de le mettre en une. Vu que nous on a une petite diffusion et que surtout on avait déjà beaucoup d'abonnés via la campagne de crowdfunding, on a pu se permettre en plus pour ce premier numéro le fait de dire regardez, on met Paul Mirabel, c'est sa première couve, c'est la première fois qu'il fait la couve d'un magazine, et donc on a pu se permettre de mettre Paul Mirabel plutôt qu'une Valérie Lemercier par exemple, qui est plus connue du grand public, avec
On adorerait faire une couve avec Valérie Lemercier, on adorerait interviewer Valérie Lemercier, on est très fan. Elle a fait beaucoup de scènes, donc il y a plein de choses à raconter. Mais voilà, on trouvait ça pertinent, on trouvait ça impactant, on trouvait ça malin et on pouvait se le permettre. Alors, je vais te poser une question extrêmement provocatrice, mais c'est pas grave. Vas-y. Ça va comme ça te permettre de bien me contredire, mais en même temps, Vas-y. ce qui est très drôle, c'est que je crois qu'on est de la même génération, donc on a vu se construire, monter, évoluer comme ça le stand-up en France avec des artistes que nous connaissons très bien, comme Debbouze, comme Kader Aoun, même si c'est derrière, dans les coulisses, ou Gad Elmaleh, des gens, etc., etc. Et est-ce que vous n'avez pas la sensation d'arriver peut-être un peu trop tard? C'est provocatrice. Hein. Non. Alors, pour le coup, c'est une très bonne question. Est-ce qu'on arrive trop tard? Alors non, je ne le pense pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a déjà la génération dont tu me parles, donc c'est en gros la génération de Jamel Comedy Club. C'est donc Jamel, Kader Aoun, NJ Jol, Fabrice Eboué et tout. Voilà, c'était il y a une dizaine d'années et c'est le moment où tout ce que je vais dire, toute ma réponse va être entre guillemets parce qu'évidemment, on peut discuter des dates, on peut discuter de l'impact, on peut discuter de beaucoup de choses, mais en gros, le Jamel Comedy Club, pour moi, c'est le moment où le stand-up est arrivé en France. Il y en avait avant, mais c'est le moment où une scène s'est créée, une bande s'est formée et où cette bande, d'un seul coup, s'est disséminée un petit peu partout et a commencé à faire des enfants, a commencé à faire naître des héritiers et tout. Voilà. Et par exemple, une Blanche Gardin, Jamel fait naître une Blanche Gardin qui fera naître une Rosa Berstein. Voilà. C'est ça que je veux dire. Après, on n'est pas arrivé trop tard parce que, d'une part, 10 ans, c'est très, 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 très jeune. Avant le Jamel Comedy Club, il y avait déjà du buzz, il y avait déjà Gad Elmaleh, évidemment qu'il y avait déjà Raymond DeVos, évidemment qu'il y avait Coluche. Il y en avait, mais finalement, le Jamel Comedy Club, je pense, a permis de prendre ça un petit peu au sérieux, a permis de montrer qu'il y avait un humour français sur scène, hein, j'entends, a permis de montrer que il y a les Américains, mais il y a aussi les Français. Et c'était il y a 10 ans, mais mine de rien, on vient d'en parler juste avant, on continue d'avoir des interviews télé ou des interviews presse-papier qui vont pas, je trouve, vraiment au fond des choses, qui continuent de voir en ces personnes soit des humoristes sur scène, mais en attendant de faire du cinéma ou en attendant de faire la télévision, ou alors des espèces de saltimbanques qui sont là uniquement pour faire rire les gens, alors qu'il y a beaucoup d'autres choses à côté. Et finalement, pourquoi on n'arrive pas trop tard? Puisque, j'ai envie de dire, on arriverait sans doute trop tard s'il y avait déjà d'autres revues sur le sujet, d'autres magazines sur le sujet. Il se trouve qu'il y en avait toujours pas et que ça nous, voilà, et qu'on continuait de trouver ça dingue. Donc voilà, on prétend pas du tout, évidemment, découvrir ou faire découvrir le stand-up aux gens. Mais nous, ce qu'on voit quand on discute avec les humoristes, quand on leur montre le magazine, quand on leur parle, quand on a cette conversation avec eux où on leur présente le projet, vraiment, ce qu'on entend, c'est il était temps, quoi. Il était temps que quelque chose comme ça existe. Donc non, je pense pas arriver trop tard, mais j'aurais adoré arriver il y a 10 ans. Ouais. Il y a un truc que j'ai remarqué aussi, c'est que, alors je peux peut-être me tromper, donc je dis d'emblée, je dis de suite à celles et ceux qui vont nous regarder, si je me trompe, j'en suis désolé et contredisez-moi. D'ailleurs, même, je crois que même Nico me le contredira peut-être. Mais j'ai l'impression que lorsqu'il y a une émission sur Internet, un podcast audio ou un podcast vidéo, dans lequel on va parler de l'humour, du rire, comment, tout cela, très souvent, c'est sur une idée et animé par un humoriste lui-même. Et là, Raymond, ce qui fait la différence avec Raymond, c'est que ce sont des journalistes qui vont vers. Enfin, voilà, c'est
très simple, c'est une continuité assez logique. Il y a de cela. Et est-ce que, déjà, d'une part, tu es d'accord avec moi là-dessus? C'est vrai que tout ce qui est à chaque fois qu'il y avait quelque chose qui se faisait sur le rire, c'était souvent entre eux, quoi. C'était des humoristes qui convoquaient d'autres humoristes et ça parlait, ça dialoguait. Et puis, deuxième chose, j'ai remarqué que tu n'as pas dit une seule fois le mot comique. Et ça me rappelle une anecdote où j'avais interviewé il y a longtemps de cela Guy Bedos. C'est un moment, je lui dis comique et il m'a bien engueulé. Et mais bon, après, si tu te fais engueuler par Guy Bedos, c'est très bien, tu prends et voilà. Et il m'a dit non, moi je suis pas un comique, je suis un humoriste. Et voilà. Sur cet aspect-là, est-ce que c'est quelque chose aussi qui est très important de distinguer où tu t'en as rien à foutre en fait. Alors personnellement, je trouve que le terme comique est un peu comment dire sonne un peu pas méprisant, mais sonne un petit peu rigolo, genre t'es un comique, exactement ce qu'on les sort, t'es un comique, fais nous rire. Après, ça m'arrive dans une conversation de sortir comique au lieu d'humoriste. C'est comme les youtubeurs qui préfèrent vidéaste ou voilà. Non mais moi en l'occurrence, je comprends que le youtubeur préfère vidéaste, mais je comprends pas qu'on se vexe si on dit youtubeur au lieu de vidéaste. Donc voilà, je comprends qu'on préfère humoriste à comique. Moi, ça me paraît pas extraordinairement grave et c'est marrant parce que sur ce choix du langage, c'est assez marrant parce que c'est un truc qui finalement nous intéresse assez peu. C'est-à-dire que j'ai eu une conversation. Hier, je répondais à quelques questions, pareil pour une interview, et on m'a lancé sur la distinction entre stand-up et one-man show. Et j'ai répondu que je la faisais pas. J'ai répondu que je m'en foutais complètement, que vraiment ça ne m'intéressait pas. Et la personne avait l'air un petit peu pas choquée, mais un petit peu genre ah ouais d'accord, bon bah ouais, enfin pourtant il y a quand même des nuances et tout. Et moi je trouve qu'en fait si tu veux les codes sont tellement éclatés aujourd'hui. C'est-à-dire quand on voit un Monsieur Fraise qui va devenir Madame Fraise. D'ailleurs, allez voir le spectacle Madame Fraise, c'est incroyable. Qui débarque sur scène en robe et qui ne va rien faire pendant 10 minutes, créant ce mélange de rire, ce mélange de gêne et tout. Enfin voilà, on est bien au-delà. Enfin voilà, si aujourd'hui un humoriste arrive sur scène, je dis mais une humoriste arrive sur scène avec son micro et en commençant par « vous avez déjà remarqué », j'ai un peu déjà envie de sortir de la salle parce qu'on n'en est plus là, c'est passé. Il y a eu un espèce de retour en arrière, je trouve, avec la pandémie, c'est-à-dire qu'un spectacle sur deux s'ouvrait sur des blagues de pandémie et on n'en pouvait plus, enfin, voilà. Donc, mais voilà, par rapport à cette question des dénominations, je trouve que cet art a suffisamment évolué pour qu'on en soit plus spécialement là. Ceci étant dit, je ne suis pas le premier concerné. C'est-à-dire que si un Areski ou si une Rosa Bernstein me disent non, on n'est pas comique, on est humoriste, évidemment, je respecterai leur choix. Je vais pas leur faire une longue réponse comme celle que je viens de te faire en disant non, mais on est au-delà des codes, qu'est-ce que tu me racontes? Voilà, c'est eux les premiers concernés. Et ensuite, par rapport à ta question sur les podcasts, alors je vais pas forcément te contredire, mais en fait, je suis assez peu auditeur de podcasts. D'accord. Dans la vie en général, Mathias Desour, qui est mon Red Chef adjoint, s'y connaît beaucoup. C'est lui, il saurait répondre. Plutôt que de dire des bêtises, je préfère rien dire. Mais ceci étant dit, je comprends tout à fait si ce que tu dis est vrai sur l'existence de nombreux podcasts où les humoristes se retrouvent entre eux. Je comprends tout à fait, puisque déjà, ils sont les seuls à vivre ce qu'ils vivent, c'est-à-dire évidemment les moments de rire, la joie immense de faire naître le rire, mais aussi les moments de douleur, encore une fois, tout seuls dans leur chambre pour faire naître des vannes. Et puis les mecs ont de la répartie, les mecs ont de la punchline, donc c'est évidemment l'assurance d'un bon podcast. C'est-à-dire que si tu me mets dans une pièce... ça a dû arriver d'ailleurs, un Le Caplin, un VDB, un Areski ou un Nadim. Moi, je signe, moi, je paye pour ce podcast. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de comment vous avez pensé le sommaire pour ce premier numéro? Oui, absolument. Alors, on voulait ouvrir avec le grand entretien de couve. Ça nous plaisait directement d'entrer dans le vif du sujet.
Ensuite, on avait pensé, juste derrière cet entretien de couve, à mettre des articles un petit peu plus courts qui seraient, entre guillemets, alors au début, on appelait ça les snacks. Entre nous, on appelait ça les snacks, qui sont justement après le long entretien, des moments un petit peu plus légers, où souvent le titre en lui-même est rigolo, comme par exemple «L'habit ne fait pas Jean-Luc Lemoyne». On s'est posé la question de ça. Comment ça l'article ne parle absolument pas de Jean-Luc Lemoyne. Mais voilà, on s'est dit, c'est souvent les questions un petit peu idiotes qu'on se pose, genre comment s'habiller sur scène, ou alors Coluche serait-il vraiment en prison? Bon bah voilà, c'est là qu'on met tous ces articles. Ah non, mais ça, Ensuite, c'est bien. Alors, pardon, excuse-moi de vas-y, t'interrompre. je t'en prie. J'ouvre une parenthèse, c'est que, alors, vous questionnez le rire d'aujourd'hui et ses mécanismes, mais vous aussi, vous prenez le thème du rétroviseur en se disant, bon, on n'arrête pas d'entendre ici et là qu'un tel ou un tel serait en prison s'il compte. Un des proches aujourd'hui ne pourrait pas faire ce qu'il fait. Et ben là, Ouais. qu'est-ce que vous faites? Et ben, vous convoquez une avocate pénaliste, Julie Fabreguet, et vous lui dites, voilà, vous lui confrontez, vous la confrontez à des citations, quoi, des extraits de sketch, de textes, pardon, de Écoluche et de Desproges, et à 95%, je crois, non, il ne serait pas en prison. Non, mais enfin voilà, on peut le dire, que ce soit Coluche, que ce soit des proches, personne n'a fait de prison pour une blague depuis Napoléon. Enfin voilà, Voilà, c'est ça. faut complètement arrêter le fantasme. Mais en effet, c'est un truc qui revient souvent. Coluche sera en prison. Du coup, on s'est dit, bah tiens, est-ce qu'il serait vraiment en prison? Ça nous a fait marrer. Du coup, c'est dans le mag. Et derrière ça, ensuite, il y a de nouveau de grands entretiens. Donc il y a Baptiste Le Caplin, il y a Thomas VDB, il y a Monsieur Fraise. Et à la toute fin, on voulait avoir, alors on appelait entre nous de nouveau ça des snacks, mais en fait c'est tous les articles qui concernent ce que les gens peuvent ramener chez eux, c'est-à-dire on parle de films, on parle de musique, on parle de, alors toujours sous l'angle de l'humour, mais on parle de livres. Voilà, si la lecture de Raymond a intéressé les gens, les pages de fin, c'est des conseils de films, de livres ou de choses qu'ils peuvent écouter. C'est Raymond, ce qu'ils peuvent ramener davantage chez eux. Dans le livre sur Guillaume, enfin, le livre de Guillaume Aurignac, Ouais, absolument. sur lui, c'est qui était déjà venu chez Microciné, que je Absolument. recommande. Le livre est vraiment passionnant. Au début de l'émission, quand je disais, voilà, on va parler de quelque chose bon, c'est pas forcément évident chez Microciné, tu m'as légèrement contredit en disant, ah si, je pense qu'il y a des connexions assez intéressantes. Est-ce que tu pourrais revenir là-dessus, s'il te plaît? Bah, c'est une conversation que j'ai eue longuement avec particulièrement Baptiste Le Caplin, mais également avec Thomas VDB. C'est-à-dire que euh, les humoristes aujourd'hui ne sont, ils sont quasiment jamais uniquement humoristes. Thomas VDB, il est également chroniqueur à la radio. Il a sorti un livre récemment chez Flammarion, Comédien de Rhapsody d'ailleurs, qui est un livre très très drôle. Baptiste Le Caplin, on l'a également vu dans plusieurs séries. On le voit également au cinéma. Fanny Ruet, elle a son podcast. Voilà, il y a et puis, il y a un article qu'on n'a pas pu faire pour le numéro 1 de Raymond, qu'on espère faire pour le numéro 2. C'est un article qui s'appelait La vie est belge. C'est-à-dire, tous ces humoristes belges chez France Inter. Voilà, il y a un vrai mouvement d'humoristes belges chez France Inter, enfin, depuis quelques années. Mais voilà, on s'était interrogé, on s'était demandé pourquoi. Aujourd'hui, les artistes de stand-up sont quasiment plus uniquement artiste de stand-up. Même Rosa Berstein a sorti un livre, elle a son podcast. Voilà. Alors, il y a plusieurs choses. Il y a évidemment, et c'est tout à fait normal, et c'est absolument pas une surprise, il y a évidemment l'aspect économique. Bon, bah voilà, tu dois diversifier. Plus tu travailles, plus tu es payé. Hein, voilà. Donc, évidemment, c'est pas simple de gagner sa vie. En plus, ça te permet de toucher un nouveau public. C'est-à-dire que si ton livre fait rire les gens, bah, ce sont potentiellement des gens qui vont venir ensuite te voir sur scène. Voilà. Mais du coup, par rapport au cinéma, et à la télévision, c'est une vraie question, pas forcément que se posent tous les humoristes, mais c'est une vraie question qui à un moment ou un autre va se poser dans une carrière. C'est-à-dire que les producteurs télé, quand ils veulent un sniper, par exemple pour une émission à la Ardisson ou à la Ruquier, bon bah ils vont aller voir ce qui se passe sur les scènes parisiennes. Et après, reste à savoir si c'est le même métier.
Reste à savoir, j'ai posé la question d'ailleurs à Thomas Vidéo, je lui ai dit, mais est-ce que pour toi c'est le même métier? Est-ce que c'est la même chose? Est-ce que c'est la même écriture? C'est pas le même métier, c'est pas la même écriture. Il y en a qui vont être très très bons sur scène et qui vont être très mauvais en radio. Il y en a qui vont être très bons en radio, mais plutôt à 17h et pas du tout dans la matinale. Voilà, il y a une vraie question de la diversification, alors que on va pas se demander pourquoi on va juste dire, tiens, tel musicien, il n'a pas son podcast. Ou tel acteur, il n'a pas encore sorti de livre. Alors que les artistes de stand-up se diversifient beaucoup, beaucoup, beaucoup plus facilement. Ce que je trouve super, hein, ce que je trouve super. Mais du coup, voilà, on n'est pas complètement hors sujet par rapport à la thématique de ta chaîne. Alors, je rappelle, hein, Raymond, c'est une revue annuelle. C'est aussi la revue des gens drôles, il faut le préciser. Hein. Et vous avez dans le descriptif de cette vidéo le lien qui renvoie au site de la revue Raymond, donc si vous souhaitez l'obtenir. Dernière question, est-ce que ça vous démange d'aller voir aussi des humoristes francophones, donc qui travaillent dans d'autres pays étrangers, mais qui sont francophones? Est-ce que ça, c'est quelque chose qui vous intéresse, d'aller explorer d'autres lieux inconnus? Oui, absolument. Là, on est en train de commencer à travailler sur le numéro 2 et c'est une question qui s'est posée et c'est un petit voyage qui est peut-être en train de s'organiser. Alors après, il y a la question évidemment du budget. Mais non, c'est une question qui nous intéresse énormément. Voilà, on n'a pas. Alors, il y a beaucoup de Français au sommaire du numéro 1, entre autres Paul Mirabel en couve, mais pas que. Mais on parle également de l'humour à Manchester. Oui. Et c'est quelque chose qu'on aimerait faire beaucoup plus. On a envie de voyager, on a envie de comprendre comment fonctionne l'humour un petit peu partout autour de la planète. On parlait de la couverture justement tout à l'heure. Une de mes couvertures de rêve, puisque mon red chef adjoint est absolument pas d'accord avec ça. Il m'a toujours dit que c'était suicidaire, mais c'est un mec qui s'appelle Larry Charles. Larry Charles, qui est compagnon de Sacha Baron Cohen, avec qui il a écrit Borat. Enfin voilà, une légende de l'humour, qui a bossé sur Seinfeld aussi. Et qui a j'ai oublié le nom là, j'ai le nom qui me sort de la tête, mais il a une série sur Netflix où il est allé à la rencontre des gens qui font du stand-up dans les pays les plus dangereux du monde. Genre dans les pays en guerre, enfin voilà. Et le truc, c'est génial. C'est un mindfuck incroyable, puisque c'est un humour qu'on n'imagine même pas, puisque c'est un humour qui est forcément politique, mais en même temps qui doit être extrêmement second degré pour pouvoir faire une vanne que le pouvoir ne comprendra pas. Bref, c'est délirant. Et voilà, moi, j'aimerais beaucoup avoir Larry Charles dans le numéro 2 de Raymond, voire en couve. Il faut juste que je règle ce problème de Red Chef adjoint. Il sera c'est génial dans la vidéo. J'imagine, mais c'est vraiment génial. Raymond, la revue des gens drôles, le prochain numéro, si j'ai bien compris, c'est l'année prochaine en 2023. Alors, normalement, c'est mai 2023. On va essayer de le sortir pour janvier. Bon, croisons les doigts. Merci. Vous avez tout dans le descriptif de cette vidéo. Je suis très content en tout cas, et d'une part d'avoir renoué le dialogue avec toi, et puis surtout d'avoir parlé de cette revue. Et j'espère. Dernière question. Ouais. Dans le milieu, comment il le voit cette revue? Tu as un peu répondu en disant tu l'as un petit peu répondu, mais de manière plus généralisée, comment il la voit cette revue? On a été uniquement tout le temps, à chaque fois, extraordinairement bien accueillis, que ce soit par les attachés de presse qui font un boulot admirable et qui nous invitent à voir des spectacles, qui nous ont aidés pour les séances photos, on a été accueillis admirablement bien par tous les artistes vraiment qui ont été plus que bienveillants avec nous, c'est-à-dire que c'est de la promo, évidemment que c'est de la promo pour eux, donc ils jouent le jeu de l'interview, et en même temps, c'est un numéro annuel, donc très peu édité, donc finalement, leur interview n'aura potentiellement aucun impact sur ce qu'ils ont à vendre ou sur leur carrière, mais ils ont quand même accepté le jeu de la discussion parce que je pense qu'en fait, ça leur fait justement plaisir d'avoir ce genre de discussion, de pouvoir aller au fond des choses, de pouvoir parler intelligemment de leur métier. Et j'ajoute qu'il y a même
je vais la citer puisqu'elle joue à notre soirée de lancement mardi prochain, la mardi 28, c'est Rosa Berstein. Rosa Berstein, qui est une artiste qu'on aime énormément, et on a eu l'occasion de faire une soirée avec elle et de discuter avec elle. C'est-à-dire qu'elle nous conseille. C'est-à-dire que vraiment, alors que nous on l'admire en tant qu'artiste, et elle est là, oui, si je peux vous aider, n'hésitez pas à faire comme ci, comme ça. Enfin voilà, bien plus que ce qu'on en attendait. Donc non, on a été accueillis à bras ouverts. Et en plus, j'ajoute qu'on n'a pas du tout été accueillis comme les guignols qu'on est. C'est-à-dire quand on a commencé à faire, on fait aussi quelques podcasts, et on a commencé à faire des podcasts, et le micro, il enregistrait mal, du coup, le son était dégoûtant et tout, et jamais personne n'est venu nous voir en nous disant, alors, qu'est-ce que vous foutez les mecs? Enfin, voilà. On a été, voilà, l'accueil a été extrêmement chaleureux, vraiment. On va terminer sur ce que tu en as un petit peu parlé là. Il y a quelque chose qui se passe dans 8 jours, le 28 juin, si tu pouvais nous en parler un peu plus. Alors, mardi 28 juin, donc la semaine prochaine, on fête le lancement donc, du numéro 1 de Raymond dans un théâtre qui s'appelle le Théâtre des Déchargeurs. C'est 2 rue des Déchargeurs. C'est au cœur de Paris, c'est à Châtelet. Vous êtes toutes et tous les bienvenus puisque l'entrée est gratuite. Alors, c'est à partir de 18h30. Et en fait, donc, il y a 2 plateaux, un à 19h et un à 20h30. Je conseille quand même aux gens qui nous regardent et qui nous écoutent de venir à 18h30 parce que il y aura du monde. Et donc, il y a 2 plateaux avec Thomasy, Areski, Nadim, Malika Bianco et Rosa Berstein. Voilà, qui vont se produire. Et voilà, ça va être super. Nous, on sera là. Il y a un bar. On pourra discuter autour de quelques bières. Celles et ceux qui n'ont pas encore Raymond, vous pourrez acheter Raymond. On vendra aussi des... Je ne sais pas si on le voit là. On vendra, on vendra aussi des t-shirts Raymond et des tote bags Raymond. N'hésitez pas à venir, 18h30 mardi 28 juin. Vous êtes toutes et tous les bienvenus. Bon, écoutez. Et toi, surtout, viens. Je vais essayer, mais ça va être compliqué. De ma Normandie, ça va être un peu compliqué. Vrai. Mais je pense vraiment, vraiment fortement à vous. Et il me faut ce t-shirt. Il faut que je l'achète, ce t-shirt. Je te l'envoie. Je le porterai de temps en temps dans des émissions de micro-sté. Je te l'envoie. Tu me renvoies ton adresse, ça part ce soir. C'est un plaisir en tout cas il y a de la joie, je lis de la joie chez toi, ça fait vraiment plaisir de voir et c'est très important de parler de ça aussi. Donc je répète, vous avez toutes les informations dans le descriptif, que cela soit le lien vers le site, mais aussi toutes les informations concernant la soirée de lancement du 28 juin. Il y aura tout dans le descriptif, allez-y. Et c'était vraiment un plaisir, Nico, et longue vie donc à Raymond, comme on dit. Merci, plaisir partagé. Et je te l'ai déjà dit, mais je te le redis, bravo encore une fois pour l'immense taf que tu fais sur ta chaîne, admirable boulot. Voilà, moi je partage souvent, je regarde très souvent, et voilà, c'est un vrai régal. Donc merci à toi. Merci. Et merci pour cette invitation. Mais je t'en prie, la porte est toujours ouverte, hein, tu viens quand tu veux. À bientôt. Allez, à très vite. Générique. In the canyon, that's where I long to be, with my 3 good companions.